Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum de la presse, nous sommes vendredi, c'est ce que nous vous proposons. Le forum de la presse de ce vendredi réunit 3 journalistes. Il s'agit de Alou Jawara, il est journaliste indépendant, travaillant essentiellement pour la BBC. Ami B. Sissé, il est de la radio RFM. Et Paul Ben, qui est correspondant de la première chaîne de télé allemande et il travaille également pour d'autres médias allemands. Avec eux, nous allons essentiellement aborder 4 sujets. La disparition de Mohamed Ali Wadoussen suite à une frappe de l'opération Barkhane, la situation sécuritaire au nord, au centre et au sud du pays, l'interpellation du ministre du Développement rural et de celui de la sécurité et de la protection civile par les députés de l'Assemblée nationale et les remaniements ministériels attendus après la signature de l'accord de paix par toutes les parties impliquées dans la crise au nord. Chers confrères, bienvenue à la présentation Seydou Fomba. Wadoussen a été tué dimanche par une frappe de l'opération Barkhane. Les journaux en ont beaucoup parlé et en parleront encore certainement. C'est une nouvelle qui a son importance selon vous. Je demande d'abord à Paul Ben. Oui, merci. C'est réjouissant, mais il faut quand même savoir que une hirondelle ne fait pas le printemps. Wadoussen n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Contrairement à ce que certains médias ont dit le monde comme un important pilier, non, c'est un petit maillon de la chaîne. Les gros bonnets sont tapis à l'ombre, soit dans le Tegargar ou dans les environs de Kidal. C'est quand même réjouissant de savoir qu'il y a un djihadiste de moins. C'est sûr. Ami B, si c'est de Radio RFM. Merci, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que je vais abonder dans le même sens que mon doyen. Je crois que Wadoussen n'est qu'un poisson dans une rivière. Il y a encore des éléments plus gros que lui, en l'occurrence Iyad Agali, qui au nez et à la barbe de cette France et cette communauté internationale est en train de parader comme s'il était dans son jardin. Aujourd'hui, c'est une victoire contre le terrorisme, c'est une victoire aussi contre l'injustice, parce que lorsqu'on se rappelle de ce que Wadoussen a fait, il a tellement défrayé la chronique aujourd'hui, et je crois aussi, à mon avis, qu'on peut pour une fois concéder cette sorte de victoire au président Ibrahim Boubacar Keïta, parce que c'est lui quand même qui a promis de traquer cet homme, que ça soit par hasard ou bien que ça soit de façon méthodique. Je crois qu'aujourd'hui on doit vraiment être satisfait de cette élimination de Wadoussen. Alou Jawara, journaliste indépendant, correspondant de la BBC, en tout cas, travaillant essentiellement pour la BBC, à vous. Je pense que j'ai le même avis que les deux précédents, mais au fait, ce qu'il faut dire clairement, c'est que quand on a appris la mort de Mokhtar Belmokhtar et d'autres terroristes beaucoup plus avérés que Wadoussen, c'était la liesse, notamment au sein dans les pays qui sont régulièrement à la cible d'attaques terroristes. Mais après, c'était avéré que Mokhtar il n'en était rien. Voilà. De toutes les façons, que ce soit Mokhtar Belmokhtar, que ce soit d'autres terroristes, de toutes les façons, qui ont la réputation d'être beaucoup plus tenaces que Wadoussen, leur mort, c'est juste des éléments. Le système est là. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop vite crier victoire. Il faut un système cohérent qui va s'étaler sur une période beaucoup plus longue, qui travaillera à anéantir tout le système plutôt que des éléments qui seront tués et après on va dire que ce serait pour bientôt la fin du terrorisme. Je pense qu'on en est encore loin de là. Paul Ben veut réagir? Oui, je voulais ajouter, comme Diawara le disait, je voulais le compléter. Franchement, vous savez, ce que la France est en train de faire, c'est le service après-vente. C'est la France qui a permis à ces barbus, comme on le dit, de s'installer pendant plusieurs mois, de s'armer, de se réarmer. Parce que en 2013, au début de l'offensive, il y a eu beaucoup de bombardements qui ont affaibli ces gens. Mais pendant 8 mois après, la France a joué son petit jeu privé à côté.
obligeant le Mali à quitter la zone et tous les autres partenaires de la France à quitter la zone et elle a joué un peu à son petit jeu privé et a permis à ces djihadistes de se réarmer, de se reprendre. Aujourd'hui, moi je vous dis que la région de Kidal c'est une poudrière. C'est pourquoi la France même a peur. Elle marche à petits pas. Mais moi, la question que je voudrais vraiment poser et que la communauté internationale s'en saisisse, pourquoi est-ce que Yad Agali est toujours en vie? Parce que c'est quelqu'un qui est irrécupérable. Ça, je parle en connaissance de cause. Yad Agali est irrécupérable. Au lieu qu'on nous parle de Wadosen, de El Targui, qu'on nous liquide Yad. Mais pour pouvoir le liquider, il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. Bien sûr, les Français le savent. Ça, je vous le dis. Ami Bessé. Justement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais surtout, il faut comprendre que la mort de Wadosen, c'est aussi quelque chose de symbolique dans ce qui se serait passé. Parce que lorsqu'on parle de l'exécution de nos deux confrères de RFI, Wadosen et un autre terroriste qui aurait aussi été tué font partie de l'opération. Donc déjà, François Hollande avait à cœur de mettre peut-être la lumière sur cette affaire qui, je l'espère, jusqu'à présent n'a pas bougé, n'a pas évolué comme on le souhaite. Justement, Wadosen, un petit pion selon certains, selon d'autres, un poisson pas assez gros. Dans tous les cas, il s'avère quand même qu'il n'a pas été le seul à être tué dans cette frappe. Au cours de cette frappe, ça donne quand même une autre ampleur à la chose, non? Ça donne une autre ampleur à la chose. Mais ce qui m'a aussi étonné dans cette histoire, c'est que d'habitude, ce sont les médias français qui en premier donnent des informations comme ça, parce que c'est Barkhane quand même qui a opéré. Et comment se fait-il que c'est les médias maliens d'abord qui commencent à donner l'information, à médiatiser avant que les chaînes internationales françaises ne s'en récupèrent? Déjà, c'est quelque chose qui ne dit pas tout réellement, parce que ce n'est pas clair. Il faut qu'autour de cette communication de l'affaire Wadosen, que les Maliens puissent comprendre qu'il y a encore des détails qui sont cachés. Donc déjà, ça montre que ce n'est pas complètement fini. Il fallait parler des autres éléments, mais non. Les Maliens, peut-être que ça allait leur plaire en apprendre que Wadosen a été tué. On a réussi, si c'est ce qu'ils ont voulu, mais il y a quelque chose encore de sombre. Alou Diawara. Il y a toujours un motif de satisfaction, hein, même si ça cache, ça ne permet pas que Wadosen, s'il était repris, ramené à Bamako, même s'il était possible qu'il révèle des choses sur les activités des djihadistes pour qu'on en sache davantage, mais quand il est tué de la sorte, si on se rappelle, en juin 2014, il s'est échappé de la prison à l'aide d'un pistolet automatique. Il a tué un des gardes de prison, un des gardes de sa cellule. Donc, si lui-même il est rattrapé, il est tué, je pense que ça apaise l'opinion. Mais certains disent, et je suis d'accord avec eux, que ça aurait été mieux de le ramener, même s'il a été échangé contre la vie d'un Français qui a recouvré la liberté. Ça aurait été mieux de le ramener, de le mettre dans une situation où il peut révéler des choses qui allaient s'avérer déterminantes pour la lutte contre le terrorisme. Alou Diawara, on se rappelle quand même que les Maliens avaient été vraiment bien choqués quand il a été libéré en l'échangeant contre un ex-otage quand même. Donc, quand tu es tué comme ça, je crois que quelque part, c'est l'opinion aussi qui s'en réjouit, non? Justement, le fait que c'est quand on a appris sa mort qu'on se rend compte effectivement que ça valait la peine qu'il soit libéré en échange du français, parce que lui, il a recouvré la liberté. Maintenant, on pouvait mieux faire sur le coup, je pense, si on l'avait repris de façon, pourquoi lui, il a été tué, et on a appris dans le même temps qu'au moins 2 autres terroristes qui étaient dans le même convoi que lui ont été repris. Oui, ont été faits prisonniers. Je ne coupe pas la parole, mais il faut préciser qu'il y a eu un long échange de tirs entre les forces spéciales de Barkhane et le convoi des djihadistes. Il y a eu un long échange de tirs au cours duquel Wadosen a été atteint mortellement. Les 2 qui ont été récupérés sont blessés. Ils sont à Bamako, ils sont aux soins actuellement. On ne les a pas arrêtés comme ça. Il y a eu un échange très long de tirs. Il y a eu à peu près 45 minutes de chasse
de tir, avant que il faut mettre le point sur cela. Là-dessus, les sources ne concordent pas. Il y en a même qui disent que il y a eu, en même temps que Wadoussen, 9 terroristes qui ont été tués. Il y a des sources qui ne disent pas cela. Donc, nous, on n'y était pas. Donc, on ne peut pas confirmer la bonne information. Mais ce qui est sûr, même si par coup de chance, lui, il a été tué, si la chance avait fait qu'il avait pu être récupéré, même blessé, ramené, soigné, pour qu'il nous révèle des choses, moi, je pense que il y avait mieux à faire sur le coup, mais la chance a voulu qu'il soit tué. Je ne regrette pas, mais il a été tué. Qu'est-ce que Wadoussen allait nous révéler? Non, parce que moi, c'est la question que je voulais me poser. On va écouter maintenant Amibé Sissi. Qu'est-ce que Wadoussen allait nous révéler, par exemple? Wadoussen, quand même, comme nous l'avons dit, c'est l'une des unités centrales de ce terrorisme. Aujourd'hui, il a des informations qui auraient pu être déterminantes, comme l'a dit. Alors vous constatez quand même qu'il n'est pas aussi un pion aussi petit comme vous. Non, il n'est pas petit. Chaque élément qui sera arrêté peut fournir. Peut-être que comme les vrais terroristes, c'est des gens qui, peut-être, à la limite, auraient pu se suicider. Mais là où moi, je voulais en venir, il faut aussi, jusqu'à l'heure où je vous parle, savoir que dans la population, dans l'opinion encore, il y a des gens qui sont dubitatifs quant à la mort de Wadoussen. D'autres ne croient pas encore. C'est un peu comme le cas de Oussama Ben Laden. Lorsqu'on nous disait qu'il a été tué, d'autres ne croyaient pas parce que pour eux, c'était un mythe, c'était impossible. Donc moi, je ne suis pas de ceux-là qui doutent. Mais je sais que l'opinion jusqu'à aujourd'hui ne croit pas parce que souvent il faut présenter un corps, ce qui est souvent compliqué, même souvent interdit par la religion. On ne peut pas exposer le corps de quelqu'un pour juste prouver aux gens que voilà, voici. Donc je crois que ce n'est pas complètement mauvais s'il aurait été appréhendé vivant, mais dommage quand même. Il est mort. À mon avis, c'est bien. On n'a pas le droit de faire de doute à ce niveau, dans la mesure où la chose a été confirmée à plusieurs niveaux. Alors, je crois que nous allons passer à une autre question. Doit-on penser à présent que ce genre d'opération va se poursuivre? Si oui, est-ce que c'est le signe d'une plus grande détermination de la communauté internationale à lutter contre les terroristes au Mali? Paul Ben. La question, elle est bonne, elle est large, mais la fameuse communauté internationale. Vous savez, la géopolitique, elle a ses raisons que la raison même ignore. Ici au Mali, depuis 2013 et l'intervention de la France, excusez-moi d'être aussi cru, la France joue à son petit jeu. C'est la force coloniale, c'est une ancienne colonie. On n'oubliera pas quand même qu'elle a été d'un apport très précieux en intervenant à Écoutez, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Elle a ses intérêts, elle défend ses intérêts jusqu'au bout. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Je sais par exemple que la France met le pied sur le frein sur certaines affaires, que les Allemands voudraient vraiment qu'elle soit vite réglée, les Américains voudraient que ça soit vite réglé, mais les Français disent oh bon attendez, on va voir, on essaye. Le cas de Kidal est là, il est palpable. La région de Kidal est ce qu'elle est aujourd'hui parce que la France a mis le pied sur certaines choses. S'il y a aujourd'hui en vue, c'est parce que la France essaye de ralentir, de négocier, essayer de jouer à un jeu que souvent certains Européens sont frustrés et qui ne comprennent pas. Si Claude et Ghislaine sont décédés à Kidal, c'est parce que la France a eu certaines choses à gérer avec les rebelles. Mais franchement, ces interventions, moi je crois que c'est une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, il faut impliquer tout le monde pour qu'on essaye de voir un jeu plus clair, pour qu'on joue un jeu plus clair. Aujourd'hui, tout le monde entier est au chevet du Mali. Dans quelques semaines, l'Allemagne va prendre le commandement de l'EUTM qui se trouve à Koulikoro par rapport à la formation de nos militaires. On m'a demandé l'autre jour est-ce que ça va changer quelque chose. J'ai dit ça ne va rien changer. Parce que les militaires allemands vont former nos militaires à Koulikoro. Leur spécialité c'est le génie. Et après la France va jouer son petit jeu privé à côté. Ils vont faire du méchu avec les rebelles à Kidal. Ils vont aller dans le Tegargar. Ils vont aller à Tissalit, à Machache, dans le camp militaire. Ils vont faire leur petit cirque. Les Allemands seront là. Bon, ça va continuer comme ça jusqu'à quand? L'amunissement est là, excusez-moi, l'amunissement ne peut rien faire parce que son mandat ne lui permet de ne rien faire.
La communauté internationale, c'est qui? Paul Ben, vous êtes quand même assez pessimiste. Il est 17h30. Nous allons observer une première courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Amis BCC de la radio RFM, vous ne sentez pas une plus grande détermination de la communauté internationale à lutter contre les terroristes au Mali? Bon, moi, je serais beaucoup plus nuancé que le doyen Paul, parce que au lieu d'accuser cette communauté internationale dont nous savons, disons, l'impartialité s'est établie, il faut surtout accuser nos propres autorités. Parce que si la France est là aujourd'hui, si la France se sent comme chez elle, c'est avant tout les autorités qui lui ont permis, en légalisant cette présence qui est là. Donc là, je crois qu'il ne faut pas lancer la pierre à la France. Maintenant, vous parlez de cette communauté internationale. Moi, je ne vois pas un pays dans cette communauté internationale qui ne vise et qui ne défende pas ses intérêts. Même le Mali doit défendre ses intérêts. Sauf que nous ne savons pas où est-ce qu'il faut défendre nos intérêts. Mais au-delà de ses intérêts, il y a des actes concrètement posés, comme par exemple Kona. On ne va pas l'oublier. Mais en fait, je suis en train de dire que c'est le Mali qui ne sait pas. Aujourd'hui, les gens décrient la France, le peuple décrit la France. Mais pourquoi la France est là? Et cette élimination de Wadoussen aujourd'hui va peut-être encore donner plus de crédibilité et plus de valeur à la France aujourd'hui. Parce qu'on va dire, c'est la France qui peut nous sauver. Tout de suite, il a dit, même les Américains seuls aujourd'hui ne peuvent pas se défendre contre le terrorisme. Donc, il est établi, moi je pense à mon avis que des frappes comme ça, s'il est établi, des frappes comme ça doivent continuer. Je ne dis pas que ça va continuer, parce que chaque fois que la France sait que si le terrorisme est anéanti au Mali, sa présence n'aura plus de place, je crois que ce n'est pas la peine. Et il annonçait tout de suite l'amunissement. C'est notre ministre des Affaires étrangères qui était à l'ONU pour encore exiger et défendre qu'on prolonge le mandat de l'amunissement. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'accuser les autres et de se prendre soi-même comme responsable de ses propres actes. Si le Mali avance aujourd'hui, ce sont les autorités. Si le Mali stagne, ce sont les autorités. Et si le Mali régresse, ce sera toujours les autorités. Mais cela demande des moyens, il faut être prêt pour ça aussi. De toutes les façons, même si c'est un jour, le peuple avait un moment, c'était un moment révolté contre cet munissement. Donc je crois que la politique et souvent la vie sociale paraissent un peu incompatibles. Ce sont des décisions qu'on prend et que le peuple ne comprend pas. Et là, je crois que le président l'a dit lors de sa prestation de serment, qu'il prendra des décisions que les Maliens ne comprendront pas immédiatement. Alou Diawara. Ce que moi je veux dire là-dessus, c'est que des frappes comme ça ou des opérations comme ça contre des terroristes bien localisés dans le nord, comme on a l'habitude de le voir depuis l'intervention de janvier 2013, vont se faire chaque fois qu'il y a des situations, la situation s'y prête, j'allais dire. On se rappelle que quelques jours seulement avant l'opération, la dite opération, les parents de Ghislaine Dupont et de l'autre avaient tapé du poing sur la table. Ils avaient demandé au président de dire quelque chose. Ils sont toujours à l'attente d'informations, comment les choses se sont déroulées. Ils veulent la justice. Donc c'est juste 2 jours après qu'on a appris cette frappe. Et d'autres opérations qui ont visé et tué des terroristes avérés ne se sont pas déroulées dans un contexte différent. On a vu que à chaque fois qu'il y a une opération comme ça, il y a un contexte qui s'y prête, un contexte d'exigence de résultats ou de démonstration de toutes les façons de résultats sur le terrain qui amène les forces à mener ces opérations. Maintenant, pour venir à l'amunissement, on se rappelle que cette semaine, les responsables de l'amunissement étaient ici à la Maison de la Presse pour informer la presse de leur mandat, le nouveau mandat. Mais ce que moi j'ai retenu de cette conférence de presse, l'adjoint au chef de l'amunissement a rappelé le fait que le danger est toujours présent, le danger terroriste, alors que la force prépositionnée pour lutter contre ces éléments terroristes a diminué en effectif. De 4000 à leur déploiement en janvier 2013, ces forces ne comptent plus que 1000 environ. Maintenant, il a continué pour dire que c'est aux 2 gouvernements maliens et français de voir la possibilité de renforcer cette présence. Et Paul l'a dit, l'amunissement n'est pas là pour se battre pour chasser les éléments terroristes. C'est le mandat qui a été donné à
à la force Barkhane par l'ONU pour s'occuper de ces éléments terroristes. Et on voit aujourd'hui que les attaques se multiplient. Et le responsable, il avait rappelé le réajustement. Il avait demandé à ce qu'on réajuste. Parce que le dispositif antiterroriste, il est localisé seulement au nord. Maintenant qu'il y a des attaques un peu partout, dans le sud, Nara, Bamako, on a vu, vers Sikasso, on a vu, il faudrait non seulement réajuster, mais aussi renforcer ce dispositif pour qu'on en finisse avec les attaques. Alors, les attaques au sud, on en parlera bientôt, mais cette question à présent, est-ce que vous n'avez pas l'impression, après tout, que les choses évoluent quand même en termes de lutte contre le terrorisme? Il y a eu des frappes américaines en Libye, il y a eu celle de Barkhane au Niger et dans la région de Kidal pour toujours traquer les terroristes. Certains même pensent que la peur a peut-être changé de camp déjà. Ce n'est pas votre opinion, ami BCC? Ben, vous savez, pour moi, la peur ne change pas de camp comme ça. Parce que les terroristes, c'est des gens qui se considèrent déjà comme étant des cadavres. Parce que c'est des gens des martyrs, c'est des gens à qui on a inculqué des valeurs comme ça. La peur donc ne peut vous pas... voulez dire que la peur est un sentiment qui est étranger? Au cours de ce débat, je vous montrerai que la peur n'a pas changé de camp. La peur, en tout cas pour les Maliens, la peur est toujours là. Parce que lorsque dans un pays, les forces de défense ne sont pas en mesure de vous défendre comme il faut, peut-être faute de moyens, lorsque celui qui veut ou bien qui espère vous défendre ne le fait qu'en fonction de ses propres intérêts, il faut te dire que les Européens, les Occidentaux sont toujours prêts. Certains le disent, hein, même l'exécution de Gislain et de Verlon serait une mise en scène de la France. Ils sont capables de faire tout. Oui, mais ça n'engage que ceux qui le disent. Ça n'engage que personne n'en a la preuve quand même. Oui, mais voilà. Il n'y a aussi aucune preuve que ce n'est pas la France. Donc, de toutes les façons, c'est qu'il faut comprendre que la peur n'a pas changé de camp, à mon avis. Jusqu'à demain, les Maliens ont encore peur. Pas des terroristes, ils ont peur des bandits, ils ont peur des Maliens. Même entre nous-mêmes, on a peur les uns des autres, on se méfie. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est juste cette insécurité et ce terrorisme grandissant. Oui, bon, la peur n'a pas changé de camp. Vous savez, les populations qui vivent dans les 3 régions du nord du Mali, Tombouctou, Gao et Kidal, c'est qu'elles ont vécu. Franchement, nous, ici au sud, à Bamako, plus particulièrement, on ne peut pas vivre le 5% de ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, un obus explose à l'aéroport de Gao, les gens vont marcher dans la rue, ils vont marcher. À Kidal, à Tombouctou, c'est la même chose. Mais si ça se passe ici à Bamako, votre femme, elle va dire qu'elle n'ira pas au marché. La peur, elle est là. Et c'est ce que les terroristes recherchent. En attaquant, en faisant diversion, ils ont attaqué le front ouest, après le front sud, ils vont à l'est. Mais Bamako, je touche du bois, mais Bamako aura son tour. Et la psychose est là. La France même donne des alertes pour dire qu'il y a menace sur la capitale du Mali. Donc, vous savez que la France est renseignée. Peut-être qu'elle ne le dit pas clairement, mais c'est des choses qui montrent que rien n'est encore fait. Alors, nous allons aborder le second volet de ce débat, la situation sécuritaire au Mali. Les journaux en ont beaucoup parlé. Je le disais tantôt, il y a eu des attaques au nord, il y en a de plus en plus au sud, Nara, Misseni, Fakola. Vous, comment vous expliquez cela, les attaques au sud du pays? Ça vous surprend? Nous commençons par Alou Diawara. Oui, on sait que ces attaques au sud ont été pour la plupart revendiquées par Yad Agali, qu'on n'a pas associé au processus de paix dont la signature vient d'être bouclée. Donc je pense qu'il y a lieu de voir, il faut en tirer les leçons. Donc est-ce qu'on sait là où il est? Est-ce qu'il faut le traquer? Je pense que oui. Il faut de toutes les façons résoudre le plus rapidement possible l'équation IAD. Tant que cette équation va persister, je pense que on aura des attaques comme ça, on peut avoir des attaques comme ça, et c'est pratiquement lui qui a revendiqué la quasi-totalité de ces attaques. Donc il faut compter avec IAD, soit on l'élimine, soit on le ramène, on le ramène un peu dans le giron pour des discussions, si cela peut se faire. Ami BCC.
Oui, mais ce qui est difficile, je pense qu'à lui demander un peu difficile parce qu'à partir du moment où les Américains ont mis Yad sur la liste noire, ça va être difficile qu'ils puissent les laisser. Ce qu'on se demande, c'est la France qui est interposée aujourd'hui entre ces autres puissances et puis aujourd'hui le Mali. Sinon, si les Américains étaient intervenus aujourd'hui, je crois que ce ne sera pas la même manière de combattre et le cas Yad peut-être aurait été résolu il y a belle lurette. Maintenant, ce qu'il a dit est réaliste. Il faut ramener Yad dans le processus, c'est possible. Mais est-ce que ça changera quelque chose parce qu'il a déjà des tentacules avec d'autres groupes armés, d'autres, comment on appelle ça, familles djihadistes. Donc ça va être très compliqué. Mais Iyad, il est là, sa présence doit devenir une absence. Sinon, tant qu'il est là, ça va être compliqué. Échanger avec Ansardine, discuter avec Ansardine, est-ce que vous pensez que c'est une option envisageable pour Ben? Bon, les autorités maliennes l'ont dit clairement. Hein. Ceux qui ont décidé de revenir à la maison sont là, la CMA, dans la coordination des mouvements. Et ceux qui ont refusé de revenir, ça c'est ceux qu'on a considérés comme les djihadistes ou qui ont donné leur main aux djihadistes. C'est très difficile. Et parlons du cas de Yad. Moi, je vous dis aujourd'hui, en connaissance de cause, que Yad, il est irrécupérable. Il est irrécupérable pour deux choses. Un, il s'est endoctriné, il s'est mis dans une bulle dans laquelle personne ne peut l'enlever. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ce qui est pire, vous savez, quand vous prêtez allégeance à Al-Qaïda, c'est pour la vie. Vous êtes dans la maison. Si vous voulez sortir, on vous liquide. Donc Yad, il a ça dans la tête. Il y a certains de ses lieutenants qu'il a sacrifiés, qui sont partis au HCUA et qui sont maintenant dans la coordination. Ça c'est déjà fait, ils sont là à Bamako. Ils vont retourner à Kidal, il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on craignait. Mais je dis qu'aujourd'hui, les gens qui sont restés avec Yad constituent une menace pour le Mali. Et la secte qu'on appelle la Dawa, qui est partout ici au Mali, est rentrée dans ce jeu et c'est elle qui perpétue les attaques un peu partout où Yad ne peut pas aller. Parce que Yad ne peut pas quitter Kidal pour venir à Nara ou Fakola ou Sikasso. Donc il a ses lieutenants. Il a dans l'ouest vers Ségou et un peu vers la région, tout ça c'est Amadou Koufa qui gère là-bas. Il y a la Dawa et puis un peu le Moujao vers la zone de Nara. Et puis il y a la Dawa qui évolue dans le sud du Mali. Mais ils sont tous interconnectés. Ils sont au courant de qui fait quoi. Parce que c'est Yad qui tient les rênes du pouvoir. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent et les armes. Donc, justement, il y a certains observateurs qui évoquent à ce niveau ce qu'on appelle les cellules dormantes. C'est un véritable danger pour le pays, MBC. Vous savez, ce qui est encore grave dans ce pays, on a l'impression qu'il ne se passe rien, comme si on était dans un état normal. Aujourd'hui, il faut aller dans les ministères, dans les institutions, vous allez rentrer comme bon vous semble, sans aucun contrôle strict. À l'Assemblée, allez-y, vous venez vous rentrer comme vous voulez, alors que c'est des personnalités qui doivent être mises en sécurité. Mais tel n'est pas le cas. Donc je crois qu'un pays qui est sous menace comme ça, se doit de prendre des dispositions visibles, ou bien des dispositions de toutes les façons, qui sont promptes au moment venu de réagir. Mais tel n'est pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, si vraiment il y a des terroristes à Bamako, ce dont je ne doute pas, je crois que le jour où ils vont décider de frapper, ils vont vraiment faire des dégâts. Et l'État n'aura que ses yeux pour pleurer. Alors, ma question, je l'adresse cette fois-ci à Lou Diawara. Les cellules dormantes, vous en avez entendu parler en tant qu'observateur. Est-ce que ça constitue un danger pour le Mali? Si c'est avéré, c'est un véritable danger. Et moi, je me demande comment certaines de ces dernières attaques ont pu être perpétrées si il n'y avait pas des cellules dormantes qui s'étaient infiltrées dans les différentes localités. Parce que voyons, Nara, ça avait été le cas. J'ai parlé à des sources qui ont dit que effectivement, il y avait des gens qui avaient infiltré quelques jours avant, et dès que le premier coup de feu est parti, les autres sont sortis. Voilà pourquoi il a été difficile à un moment donné de nettoyer, de faire un ratissage large pour dépouiller la localité de tous les éléments dangereux. La suite de cette émission dans un instant. Une réaction, Un avis,
un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous allons à présent changer de cap. 2 ministres étaient interpellés le jeudi 2 juillet 2015. Il s'agit du ministre du Développement rural Bokari Treta et de celui de la Sécurité et de la Protection civile, le général Sada Samake. Les dossiers au centre de ces interpellations, comment vous les trouvez, Paul Ben? Bon, je crois que ce qui défraie la chronique ces derniers temps au niveau du ministère du Développement rural, c'est cette fameuse histoire d'engrais. Moi, depuis qu'elle a commencé, bon, publiquement, c'est la première fois que je m'exprime. Je crois qu'il y a une enquête qui est en cours. Je vais la laisser suivre son cours et dès que les résultats seront su, on va faire des commentaires. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la récupération politique de la chose. Je vois Tieblé Darmé qui joue avec Bakar Togola au jeu de copain-copine. Tu démissionnes, Bakar Togola dit je ne démissionne pas, mais ça c'est enfantin ça. Moi je crois qu'au lieu de se lancer dans cette logique, qu'ils essayent d'expliquer aux gens de façon scientifique qu'est-ce qu'il y a comme problème. On dit engrais frélaté. Engrais frélaté, moi je suis un intellectuel, mais moi je n'ai pas compris jusqu'à présent. C'est de l'engrais périmé ou bien c'est de l'engrais qui est mauvais à la consommation? C'est quoi frélaté? Il faut qu'ils expliquent cela et qu'ils laissent ce petit jeu d'enfant qu'ils se prêtent depuis des jeux. Et quand nos confrères s'y prêtent, c'est vraiment le chaos total. C'est ce que moi je déplore. Cette séance d'interpellation, est-ce qu'elle a permis à l'opinion nationale de mieux comprendre les problèmes évoqués, Ami BCC? Vous savez, moi je déplore et je suis entièrement contre aujourd'hui cette assemblée dans laquelle on est en train de jouer à des véritables scènes de théâtre. Lorsque un honorable, le docteur Oumar Mariko, aujourd'hui, il est établi depuis longtemps, c'est lui quand même qui joue au moins son rôle de lui quand même. Au moins, il fait ses interpellations, même si souvent c'est des questions qui dérangent la nation. C'est quelque chose, tous les Maliens parlent de ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est que dans la forme d'abord, parce que nous avons vu un président de l'Assemblée nationale qui est presque acquis à la cause du gouvernement. Moi, je pense que s'il a quelqu'un à défendre, c'est d'abord les honorables députés. Mais lorsque l'interpellateur parle, les autres élus, surtout du RPM... Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est acquis à la cause? Oui, mais je sais ça, parce que le fait de lui dire d'arrêter de parler, parce que le ministre a traité le député d'agitateur. Et lui, il lui dit de retirer le terme agitateur. Alors que le ministre même l'a dit. C'est au ministre d'abord de retirer, ensuite à l'honorable de le faire. Mais tel n'a pas été, à ce moment, il n'a pas du tout été juste. Et ce qu'il faut encore surtout soulever, c'est que le ministre n'a même pas répondu à la question. Lorsqu'un ministre dans un pays dit qu'il ne connaît pas ce que signifie frélaté, je crois qu'il doit démissionner. Et aujourd'hui, les gens sont même en train de lui dire Bakari frélaté. Ce n'est même plus Bakari Tereta, Bakari frélaté. C'est un nom qu'on est en train de lui dire aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que les engrais frélatés, il y avait d'autres sujets. De toutes les façons, lui-même, il a reconnu que les engrais étaient de mauvaise qualité. En termes de composition, en termes de qualité, c'est ça l'engrais frélaté, parce que ce n'est pas de la qualité. Et il y a aussi près de 5 milliards qui auraient été retenus dans cette affaire d'engrais frélaté. Où va l'argent? C'est cette question qui se pose. Moi, je pense que le mieux, comme au Mali, tel n'est pas le cas, le mieux pour lui, ça aurait été de démissionner. Et Bakari Togala, Tieblé Dramé, ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime. Et sur toutes les questions où il s'est exprimé, on a vu après que souvent l'histoire lui a donné raison. Moi, je crois qu'il ne faut pas voir ce travail de Tieblé Dramé comme étant une récupération politique. Non, il n'a pas demandé aux paysans de voter. Et Bakari Togala est dans la logique de dire qu'il ne démissionne pas, parce qu'en réalité, il est à la tête des gens qui l'ont élu. Mais quand même, le fait de le dire, que tu le fasses ou pas, je crois que c'est un devoir. Alou Diawara. Moi, je suis totalement confus avec ces derniers débats, parce que depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis avril, on sait que ces engrais-là ne sont pas des engrais de bonne qualité. Mais le terme de frélaté, je ne veux pas aller dans ces détails, mais ce que je sais, depuis avril, on sait que la qualité de ces engrais est mise en cause. Et plusieurs interpellations, plusieurs débats et plusieurs expertises sur les 10 engrais. Et on est toujours dans une situation où les uns disent que ce n'est pas bon ces engrais. Il ne faut pas les utiliser, il faut les retirer. Pourtant, moi, je ne vois rien qui est en train d'être retiré. Et les autres aussi, si on s'en tient à la mission de l'adjoint au directeur, au PDG de la CMDT, qui a soutenu là où il est passé, il a fait une dizaine de jours de visite chez les cotonculteurs. Là où il est passé, il a soutenu
que l'engrais, c'est de bonne qualité, c'est pas mauvais. Mhm. Donc, qui croire? S'il n'y a qu'au Mali qu'on a une situation comme ça, on ne sait pas si c'est bon, les indices c'est mauvais, et qu'on engage ces produits, on ne sait pas la vérité. C'est vraiment déplorable. Il n'y a pas eu que de l'engrais relaté. Et vous voyez, comme question, il y a un autre ministre qui était interpellé quand même, le général Sada Samake, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sada Samake, lui, il est abonné, hein, il est abonné à l'Assemblée, parce que chaque fois on l'interpelle, parce que à cause de l'insécurité que nous vivons aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Moi, je me rappelle une fois à l'Assemblée, vous savez, j'ai cessé de regarder les interpellations, surtout celle de Sada Samake, parce qu'un jour à l'Assemblée, Sada a reconnu devant tout le peuple malien que le gouvernement malien n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens. Depuis ce jour, moi, j'ai dit, bon, écoutez, si j'ai un peu d'argent, je vais m'acheter bien sûr, parce que oui, on va parce que non, vous savez, quand un ministre reconnaît devant la nation que le gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité de ses populations, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est que vous sortez à la rue, on va vous tuer. Il faut vous protéger en ce moment. Et comment vous protéger? Il faut que le gouvernement malien permette aux Maliens de se protéger. Comment? Vous permettez aux gens de prendre des permis de port d'armes et d'acheter des armes pour se protéger. Si vous ne pouvez pas les protéger. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est un pays responsable. Ami BCC? Vous savez, moi je crois que le ministre aujourd'hui qui n'est vraiment pas à sa place, c'est le général Sada Samake. Il n'est vraiment pas à sa place. Là aussi, ça n'engage que vous. Non. Ce n'est pas mon avis. Vous allez sortir dans la rue, vous verrez que les 98% des Maliens ne sont pas pour Sada. Ce n'est pas pour autre chose. L'insécurité est là, les gens sont tués tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? On a pris des mesures qui ne peuvent pas s'imposer. Mais il s'est expliqué quand même lors de l'interpellation. Quand il y a eu l'arrestation des terroristes à Bamako, on a demandé à ce que tous les véhicules CH ne circulent pas. Allez-y voir dans la circulation aujourd'hui. On a exigé le port des casques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je pense qu'une autorité, tu prends une décision, ça s'impose. Mais le général Sada Samake, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il n'a même pas répondu aux questions des honorables et il a dit que les attaques vont continuer. Lorsque le ministre dit ça, moi, je pense qu'à la minute près, le président devait le démettre de ses fonctions. Parce que c'est comme si tu viens encore rendre la peur. C'est pourquoi je vous ai dit dans le passage précédent que la peur n'a pas changé de camp. Lorsque celui qui doit mettre le dispositif en place pour vous sauver, pour vous sécuriser, vous dit que les attaques vont continuer, qu'est-ce qu'il faut croire? Monsieur Fomba, on demande de dédouaner les véhicules. Les premiers à enfreindre la loi, c'est les policiers qui sont sous la coupole du ministère de la Sécurité intérieure. Les policiers, ils enfreignent la loi, ils refusent de dédouaner leurs véhicules. Vous dites que c'est un ministre. Et lorsqu'on vous arrête, on vous arnaque. C'est des comment on appelle ça là? C'est des 500, c'est des 1000 francs qu'on vous retire en sachant que vous n'êtes pas en règle. Moi, je crois que c'est difficile de changer ça. Sada Samake, quand même, lors de ses interpellations, ça n'a rien servi. Et lorsque moi, je vois des députés applaudir un ministre pour laisser un député, vraiment, ça m'écoeure. C'est pas démocratique. Moi, je pense que là aussi, on en est sorti pas satisfait. Hein. On est resté sur notre faim. Et la situation telle que décrite par le député, les questions telles que posées par le député n'ont pas été répondues de façon adéquate. Il s'est réfugié souvent derrière le prétexte de secret défense. Je comprends si c'est le cas, mais je pense qu'il y a eu très peu de résultats qui ont été donnés et qui, s'il y avait beaucoup de résultats qui avaient été donnés, ça aurait pu permettre d'apaiser l'opinion là aussi. Mais là, ce que je déplore dans tout ça, c'est que la forme, il n'y avait pas la forme, que ce soit avec le premier sujet ou que ce soit avec le deuxième sujet ou que ce soit avec l'un ou l'autre ministre. Ça manquait de la forme. On se croirait dans un grain où tout est permis. On se dit tout. Il y avait vraiment la forme qui manquait. Alors, il est de plus en plus question dans les journaux maliens de remaniement ministériel. La rumeur se justifierait par la signature de l'accord de paix par toutes les parties. Il y a d'ores et déjà beaucoup de spéculations autour de la composition du gouvernement attendu. Cette situation, vous la suivez, Paul? Bon, non, moi je ne suis pas cette situation, franchement. Mais je crois que bon, il y a un moment,
L'actuel Premier ministre Modibo Keïta avait clairement dit qu'il était là jusqu'à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation et après il voudrait quitter. Bon, si c'est le cas, bon vraiment. Sinon par rapport à la composition, franchement, je ne suis pas le débat. Alors, Ami B, on dit qu'il y a tel groupe qui réclame tel poste. Il y a beaucoup de spéculations. Qu'est-ce que vous en savez? Justement, une petite seconde pour finir. Sada Samake, le problème de passeport, vous-même, vous avez fait un reportage sur ça. Lorsque dans un pays, des enfants cardiaques n'arrivent pas à avoir le passeport et que vous nous dites que tout va très bien, je crois que c'est un peu criminel des comportements comme ça. Maintenant, par rapport à ce remaniement ministériel, déjà, vous voyez que la divergence continue au sein de ces groupes armés. Lorsque Sidati exige que des postes clés soient donnés aux groupes armés et que Jerry Maiga dise que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des postes, je crois qu'aujourd'hui aussi, ça va être compliqué de pouvoir mettre ces hommes parce qu'ils ne vont pas accepter ce qu'on appellerait comment on appelle ça, des postes secondaires, alors que les postes stratégiques, on ne peut pas leur confier ça. Les postes de souveraineté tels que les finances, la défense, on ne peut pas leur confier ça. Mais est-ce qu'ils vont être satisfaits de ce qui va leur être proposé? Parce qu'ils sont en train d'amener le débat à ce niveau. Même s'ils ne sont pas en train de le dire, c'est une façon de dire à ce gouvernement, au président de la République, attention, il ne faudrait pas que nous soyons des gens qui joueront les seconds. Mais on pouvait lire quand même sur le net aujourd'hui que Jerry Maiga, le vice-président du MNLA, affirme qu'il n'y a pas eu de discussion, le secrétaire général, donc qu'il n'y a pas eu de discussion par rapport à des postes précis. De toutes les façons, je ne pense pas. À ce niveau, on est tout proche du remaniement parce qu'on sait qu'au sortir de cet accord, il devrait y avoir un remaniement qui inclurait, qui ramènerait le quota de la rébellion, de l'ex-rébellion dans le gouvernement. Donc, à ce niveau, l'accord est signé il y a longtemps. Qu'un responsable aussi mieux placé que Jerry Maiga dise qu'il n'en a pas été question, je pense que... Il ne s'agit pas du remaniement en tant que tel, mais concernant les postes. Des consultations, de toutes les façons, ne serait-ce qu'à l'interne de l'ex-rébellion, des choses ont été dites. Ça, je ne sais pas ce qui a été concrètement... Donc il y a des postes réclamés en réalité. Il y a des postes réclamés d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même des choses, un canevas qu'on a déjà mis sur place. On veut ça, auquel cas, si on n'a pas le plan A, il y a le plan B. Oui, vous savez, ce n'est pas la première interview de Jerry Maiga et on voit qu'il commence à étaler les grandes contradictions au sein même de son esprit. Lorsqu'il nous parlait de fédération entre le Mali et l'Azawad et qu'aujourd'hui il désire devenir lui-même un ministre du Mali, cela veut dire que c'est confus encore. Nous, on ne peut pas comprendre que toi, tu revendiques un territoire, votre statut, vous êtes en train de le défendre jusqu'à demain pour que l'Azawad soit un État et que tu aies envie, avec tes amis, de devenir ministre dans le gouvernement que vous êtes en train de combattre. C'est vrai, on a tourné cette page, mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus concis. De toutes les façons, celui qui a parlé, Sidati, c'est quand même quelqu'un de ce mouvement, c'est lui qui a signé les documents ici. Donc, ce n'est pas aussi n'importe qui. Jerry n'a pas signé, c'est lui qui a signé et c'est lui qui a dit. Donc, si quelque chose a changé, peut-être c'est à l'interne, mais comme ça a été dit. Juste en 2 mots, puisqu'il nous reste juste 1 minute 30 secondes, le remaniement, vous le présentez pour quand? Je sais quand même que vous n'êtes pas des divins, mais... Bon, écoutez, on est en juillet, 6 septembre. Hein. 6 septembre. Ben, généralement, c'est difficile de prédire, mais je dirais tout simplement après la fête. Et je salue tous ceux qui nous écoutent à Tombouctou. Alou Diawara. Moi, je pense que ce serait après la fête, dans la mesure où la mise en œuvre de l'accord commence après la fête. Alors, c'est la fin de notre forum de la presse de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. On prit part à cette émission 3 journalistes. Alou Diawara, journaliste indépendant travaillant pour la BBC, Ami B, Cissé de Radio RFM et Paul Ben, correspondant de la première chaîne TV allemande et d'autres médias de ce pays. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, à la réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde Salim Djouara, régie vidéo Peting Djara. On se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Biro. Halud Mauni. Le grand dialogue. Le grand dialogue.